Bonsoir à tous et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre sous le signe de la famille. Avec aujourd'hui autour de cette table, à ma droite, Lisa Ginsburg. Votre livre s'intitule Sous ma carapace. C'est publié aux éditions Verdier. À vos côtés, Nadia Terranova. Tremble la nuit. C'est aux éditions Quai Voltaire. Et aujourd'hui, Rosanna nous fera le plaisir d'être notre interprète pour traduire les propos de Nadia Terranova. Lisa Ginsburg, vous allez nous faire le plaisir de parler en français, puisque vous avez vécu, je crois, 12 ans, vous m'avez dit, en France. Et nous allons, de ce pas, commencer à parler de votre livre, Sous ma carapace. Sous ma carapace, c'est l'histoire de deux sœurs, Maddy et Nina, à travers le récit de Maddy, Madeleine, qui va raconter comment elle a vécu à la fois l'explosion de sa famille, mais surtout le lien indéfectible qui l'unit à Nina, deux sœurs très différentes l'une de l'autre, et pourtant soudées à jamais, d'abord par une complicité naturelle qui se crée dans l'enfance, et puis un lien qui va se renforcer à travers l'adversité, les difficultés qu'elles vont rencontrer suite au départ d'abord de leur mère, Gloria, qui va quitter leur père, et puis aussi au départ du père, puisqu'elles vont grandir dans une situation assez étrange, incongrue. La décision du juge sera que les deux petites filles grandiront dans une maison avec une nounou qui va leur être attribuée et qui va, elle, Mylène, elle est française, va s'occuper d'elle et s'occuper de leur éducation. Ma première question, Lisa, c'est tout simplement comment sont nés ces personnages, ces deux sœurs. Est-ce que l'objectif était d'explorer tout particulièrement la relation sororale, les deux sœurs, ou la famille en général ? Bonsoir, j'espère que mon français tiendra malgré l'absence, parce que j'ai vécu ici 12 ans, c'est vrai, mais ça fait 10 ans que je suis rentrée en Italie. Laissez-moi dire que je suis heureuse d'être ici avec Nadia Terranova, qui était une personne décisive dans l'histoire de ces romans. Alors, pour moi, ce qui est venu d'abord, c'était l'image de deux sœurs, tout particulièrement le personnage de Maddalena. J'écris ces romans à Paris et c'est le seul aspect autobiographique dans le sens que je l'écris dans un état de nostalgie de mon pays et donc d'une manière minimale, mais ça a à voir avec ça, avec un état d'éloignement physique qui correspond à une obsession mentale par rapport au passé. Alors la première image, c'était elle et les souvenirs de son regard sur la cadette, sur la sœur cadette. Donc c'est la relation sororale, mais c'est aussi l'image de deux femmes, des jeunes femmes, des enfants, mais qui ont des trajectoires, des regards qui ont à voir avec un miroir. Un miroir, comme dans toutes les relations familiales qui sont compliquées, les miroirs, c'est une superficie qui a un reflet, mais qui aussi modifie les images, qui a un côté métamorphique presque. Donc les premiers noyaux, c'était ça. Alors, vous disiez cet effet miroir. Il y a un double, me semble-t-il, effet miroir, puisque Maddalena ressemble à son père, Nina ressemble à sa mère. Physiquement, elles sont très très belles, toutes les deux. Elle le dit beaucoup, Madeleine, dans le roman, que sa sœur est très belle, comme si c'était constitutif de son caractère, de son identité. Et elle ressemble à cette mère à la fois absente et en même temps omniprésente, j'allais dire, par son absence. C'est-à-dire qu'elle plane dans leur relation. Et je dis qu'il y a un double effet miroir parce que quand elle regarde sa sœur, quelque part, elle regarde aussi sa mère, Madeleine, n'est-ce pas ? Absolument. Cette beauté, alors de nouveau la première image, parce que moi je travaille comme ça, il y a des premières images et je commence à travailler à partir de là. C'était une sorte de, pas un complexe, mais un sentiment d'infériorité par rapport à cette cadette Nina qui est ravissante. Et Madeleine a des défauts physiques, donc il y avait un côté admiratif qui était sévère dans une autocritique par rapport à sa physicité à elle.
Et bien sûr, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a cette figure de Gloria, la maman, qui est elle aussi ravissante, et Nina lui ressemble beaucoup. Et donc Madeleine déjà s'est mis un peu dehors, parce que ce qui m'intéressait aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire l'histoire avec la voix de Madeleine, c'est l'idée que dans les liens familiaux, il y a aussi la complexité de quelqu'un, qui est souvent le narrateur, qui se met un peu dehors. Alors, Madeleine est quelqu'un qui est responsable, elle est très sage, elle est très adulte, elle est mûre. En même temps, elle est quelqu'un qui se met un peu à l'extérieur de la complexité de la structure familiale. Donc, ce regard envers Nina, c'est un regard très admiratif, mais nostalgique de la maman, mais aussi d'un passé où elle, Madeleine, avait un rôle, mais en même temps, elle était déjà un peu étrangère. Et c'est pour ça peut-être que j'ai décidé immédiatement que la voix qui racontait était la voix de Madeleine. L'autre particularité, vous dites que Madeleine est responsable, et justement, à contrario, Nina, c'est le chaos. Nina, c'est le chaos magnifique, parce qu'elle est à la fois, elle semble assez égoïste, assez capricieuse, et en même temps, on a envie de la suivre, parce qu'elle dégage une aura assez séduisante. Elle a pas que des mauvais côtés, elle a des bons côtés, elle est attachante, elle est drôle, elle est brillante, mais on a le sentiment que Madeleine, tout en l'adorant, est dévorée par sa sœur. Pourquoi ? Moi, je pense que dans l'enfance, surtout une enfance un peu spéciale comme celle que j'ai inventée dans cette histoire, anomale, où il n'y a pas d'adultes. Les adultes, ce sont des figures intermittentes, presque des fantômes. Les relations entre les sœurs ou les frères aussi explosent un peu. C'est-à-dire que toutes les pulsions sont un peu multipliées par ces côtés des vides. Il y a un vide dans cette histoire. Alors, bien sûr, c'est absolument vrai. Maddy, elle est un peu phagocytée, on dit ça, oui, par la lumière de l'autre, de Nina. En même temps, elles doivent se soutenir tout le temps. Elles doivent se soutenir parce qu'il y a les vides du monde adulte. Alors, c'est toujours ambivalent. Il y a d'un côté pas une compétition, mais une rivalité par rapport à la différence de nature. Mais tout ça est tout le temps contrebalancé par une solidarité nécessaire. Les deux doivent se soutenir parce qu'il y a trop de trous, il y a trop de vides, trop de manques. Et d'une certaine manière, elles sont même interdépendantes dans le sens où Madeleine ne peut être cette identité responsable et forte que s'il y a Nina, et Nina ne peut être cette fille du chaos que s'il y a Madeleine. D'une certaine façon, elles se portent l'une l'autre. Oui, en tant qu'épigraphe du roman, j'ai choisi entre les deux morceaux des textes un texte qui vient de la tradition yiddish qui raconte ça, c'est-à-dire l'interdépendance. Je peux être moi si tu es toi, je ne peux pas être moi si tu n'es pas toi. Alors ça, je le pense comme un modèle des relations sororales, mais je le pense aussi comme un modèle des relations humaines quand les relations sont intimes, c'est-à-dire tu peux t'exprimer, être toi-même seulement si tu donnes à l'autre la liberté de faire pareil, et seulement s'il y a une forme d'auto-expression. Dans la complexité de ces contextes particuliers, Nina est quelqu'un qui se donne la possibilité de s'exprimer d'une manière aussi bruyante, exagérée, etc. Là où l'autre, elle est tout le temps plus timide. Mais ça arrive à un moment de la vie adulte où l'autre aussi doit trouver son explosion à elle. Donc, il y a des rapports, je crois, dans des interdépendances où on doit, de toute façon, à un moment donné, assister à l'expression de l'autre. Vous dites explosion et ça me fait me tourner vers vous, Nadia Terranova. Nous changeons de décor, nous partons en Sicile et nous allons à la veille du grand tremblement de terre qui a eu lieu entre Messine et j'espère que je prononce bien, Reggio, en 1908, où il y a eu 95 000 morts. À la veille de ce tremblement de terre, nous partons à la rencontre de deux personnes très différentes. Un petit garçon de 11 ans, Nicolas,
et une jeune femme de 18 ans, Barbara. Nicolas, à 11 ans, vit avec son père et sa mère dans des conditions très 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 particulières, il faut le dire, voire violentes. Il vit avec une mère dominatrice, obsédée par le diable, persuadée que son fils est à tout moment potentiellement la proie du diable, et que donc pour cette raison elle se doit de le, et je mets des guillemets en le disant, le protéger. Cette protection est évidemment une folie, puisque ça passe par le fait que cet enfant dort dans une cave, attaché la nuit, persuadé que c'est comme ça qu'il est aimé, que c'est comme ça qu'il est protégé. Parallèlement, nous avons Barbara qui a 18 ans et qui s'apprête par la volonté de son père à se marier avec un homme qu'elle ne veut pas épouser. D'ailleurs, elle ne veut même pas le nommer, dites-vous. C'est elle, la narratrice de cette histoire. Et à la veille de ce tremblement de terre, elle est en train de se demander comment est-ce qu'elle va reprendre sa liberté. Elle va partir chez sa grand-mère, qui jusque-là lui a apporté son soutien, lui a donné la possibilité de s'éduquer, de s'élever. Elle voudrait écrire. Et sa grand-mère va, d'une certaine façon, la trahir, puisqu'elle va la lâcher. Elle va lui dire: maintenant tu vas bientôt avoir 20 ans et il est l'heure de devenir la femme que tu es destinée à devenir. Le tremblement de terre, cette explosion à laquelle je faisais référence tout à l'heure, va rebattre les cartes du destin de ces deux personnages et les faire à un moment donné se rencontrer. Alors c'est un peu la même question que pour Lisa, Nadia. Comment est née cette histoire, et surtout ce personnage de Nicolas? D'où est venue l'inspiration pour ce personnage, qui a quelque chose de gothique, je trouve? Allora, grazie intanto della domanda. Sono anch'io molto felice di essere qui con Lisa Ginsburg. Questo libro nasce perché nella mia città di origine, nella mia terra, c'è una ferita profondissima, radicale, che è il terremoto del 1908, che è il più devastante sisma della storia d'Europa. E a un certo punto mi sono accorta che avevo sempre dato per scontato di venire da una distruzione, ma volevo affrontarla non soltanto da un punto di vista storico o cronologico, ma da un punto di vista letterario. Cosa significava da un punto di vista formale scrivere essendo nata 70 anni dopo qualcosa che aveva completamente distrutto non soltanto il mondo in cui i miei antenati vivevano, ma anche tutte le tracce che avevano lasciate, compresi gli uffici dell'anagrafe. Bonsoir. D'abord, merci de votre question, et je suis aussi heureuse de participer à cette rencontre avec Lisa Ginsburg. Et bien, ce livre est né d'une blessure profonde et intérieure que nous avons tous, c'est-à-dire cette blessure qui fait qu'on vient d'une terre qui a été frappée par un séisme le plus dévastateur d'Europe, le séisme de 1908. Et moi, j'ai toujours donné pour acquis que moi, j'étais née de cette destruction. Mais à un moment donné, je me suis dit que je voulais l'aborder non seulement d'un point de vue historique et chronologique, mais également littéraire. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie de d'écrire sur cela, 70 ans après, que tout a été détruit, toutes les traces de ce qui existait avant, y compris l'état civil. Il discorso del nome è molto importante perché nella letteratura ci sono diversi esempi di romanzi in cui la perdita o la conquista del nome è un punto di arrivo, di partenza del romanzo. Penso al Fu Mattia Pascal di Pirandello. Le nom est quelque chose d'important en littérature. Il y a beaucoup de romans où le fait de perdre un nom ou d'acquérir un nom représente un point de départ ou un point d'arrivée, comme chez Pirandello dans Le Feu Mattia Pascal. E questi due personaggi nascono da due suggestioni. Innanzitutto dal fatto che la distruzione
del loro mondo e in particolare dei registri anagrafici permetteva ad alcune persone di reinventarsi completamente, di abbandonare la vita che avevano prima ed eventualmente di inventarsene un'altra. E per questo io ho voluto raccontare due personaggi che venivano da situazioni asfittiche. Siamo abituati a pensare al terremoto come a qualcosa a un'apocalisse che ci toglie tutto, ma la domanda che rimaneva fuori da tutte le riflessioni che avevo letto e studiato era: che cosa invece può dare un'apocalisse del genere? Mes deux personnages sont nés d'une idée, d'une sorte de suggestion. C'est-à-dire lorsque leur monde a été complètement détruit, y compris l'état civil, et comme beaucoup de personnes, lorsqu'il n'y a plus l'état civil, elles peuvent se réinventer une nouvelle vie et non plus la vie précédente, ils peuvent s'en créer une nouvelle. Et surtout ces deux personnages qui provenaient d'une situation d'asphyxie, et qui se trouve à vivre un séisme, une apocalypse qui détruit tout. Et alors la question est de savoir qu'est-ce qu'elle peut en revanche donner une apocalypse. Une apocalypse, Nicolas et Barbara vont en vivre en fait deux. Celle d'abord du tremblement de terre et la deuxième c'est celle où ils vont partager un drame intime de Barbara, puisqu'elle va être violée et que Nicolas, du haut de ses 11 ans, va être témoin de ce viol. Et puis leurs chemins vont se séparer. Et pourtant, va rester un lien invisible toute leur vie. Et je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que ce lien était indéfectible entre ces deux personnages que rien ne lie par ailleurs, pas de point commun apparent. Pourquoi sont-ils si liés? Pourquoi leurs destins sont si liés? Est-ce que c'est uniquement le chaos? Quando studiavo tutte le testimonianze dei sopravvissuti alla ricerca di storie che potessero interessarmi, non ne ho trovata neanche una che riguardasse in profondità la storia di una ragazza, cioè nessuna era raccontata in prima persona da una donna. E la stessa cosa è successa per i bambini, perché i bambini qualche volta raccontavano, scrivevano delle lettere magari ai giornali, raccontavano la loro situazione, ma erano delle lettere false, non c'era la loro vera voce. Quindi il legame tra questi due personaggi è nato innanzitutto fuori dal libro. Il libro è nato per dare voce a due categorie che non avevano nell'ambito della grande storia diritto di parola e che quindi si parlano attraverso questo legame che è in qualche modo parastorico e quindi ancora una volta formale. Et tout cela est venu parce que lorsque j'étudiais les différents témoignages des survivants du tremblement de terre, puisque je recherchais des histoires, je n'en ai trouvé aucune qui abordait, disons, en profondeur l'histoire d'une fille, d'une femme, et aucune n'était racontée en première personne par une femme. Et pour les enfants, il en était de même. C'est-à-dire que oui, parfois les enfants, ils racontaient des choses, ils écrivaient des lettres aux journaux, mais c'était des fausses lettres. C'est-à-dire ils ne parlaient pas de leur propre voix. Et donc le lien entre ces deux personnages est né en dehors de ce livre. C'était pour donner leur voix à deux catégories de personnes que l'histoire avec H majuscule ne leur avait pas donné. Et donc j'ai voulu parler de ce lien via mon livre, mais c'est un lien para-historique et donc formel. J'y reviens dans un instant. Lisa Ginsburg, vous parliez donc de la relation de ces deux sœurs qui va se construire dans l'adversité, dans la séparation de leurs parents, à travers le regard de Madeleine. Ce qui se passe aussi avec le récit de Madeleine, c'est qu'elle raconte comment elles ont vécu cette relation, mais en fait, en la racontant, on dirait qu'elle l'a reconstruit, cette relation. C'est-à-dire qu'elle prend un recul et que
avec son regard d'adulte, de femme qui a mûri et qui jusque-là encore est phagocytée, comme vous le disiez tout à l'heure, par sa sœur. On l'a saisie, Madeleine, au début du livre, à un moment où on sent qu'elle va prendre une forme d'indépendance par rapport à sa sœur. Est-ce que ça relève aussi de ce travail-là pour Madeleine, c'est-à-dire de raconter son histoire pour enfin s'émanciper d'une relation qu'elle n'arrive pas à vivre de manière totalement épanouie? Je pense la mémoire comme un processus qui change tous les temps, et c'est vrai que l'histoire commence quand Madeleine est une femme adulte. Elle est à Paris, elle est mariée, elle a un bon mariage, elle a des enfants, elle a une routine bourgeoise. Tout va bien, mais à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a une déchirure profonde et ça prend la forme d'un impératif à aller de nouveau à Rome, en Italie, récupérer des traces des mémoires. Et à ces moments-là, bien sûr, ça commence ces récits, qui est tout d'abord un récit pour elle-même. Mais nous, on se souvient des choses souvent comme ça, c'est-à-dire les passés, et quelque chose surtout les passés, l'enfance. Nadia aussi a beaucoup travaillé autour de ça. C'est quelque chose qu'on doit raconter à nous-mêmes beaucoup avant de prendre du recul et pouvoir considérer les choses d'une manière plus lucide. Donc la déchirure en elle, c'est quelque chose qui déclenche un nouveau processus, bien sûr. Ouais. Un processus. Alors le titre du livre, c'est Sous ma carapace, cette carapace qu'elle s'est forgée pour aussi rester dans ce rôle de protectrice, puisqu'elle protège sa sœur. Et au moment où elle raconte cette histoire, c'est peut-être aussi le moment où elle laisse la carapace craqueler, parce que ça devient quoi? Étouffant, en fait, au bout d'un moment. Oui, je dirais que c'est une histoire où il y a des carapaces partout, sauf qu'elle se donne, en tant que femme adulte, elle se donne la liberté de créer un trou dans les carapaces. Et là, il y a quelque chose qui commence à jaillir. Il y a quelque chose qui est vivant, que c'est peut-être l'émancipation, c'est la liberté à elle. C'est quelque chose qui vraiment, elle se donne, c'est un geste. Ce retour en Italie, c'est un geste, mais un geste, je dirais, psychique presque. Là où on se rend compte de s'être défendu, protégé toute notre vie, on se donne la liberté de devenir fragile, et c'est à partir de ces moments-là que les choses peuvent recommencer et que le passé peut devenir un objet qu'on peut considérer avec la juste distance. Oui, parce qu'il faut préciser, vous le dites, elle vit à Paris et elle s'apprête à faire un voyage à Rome qui évidemment a toute une portée symbolique et un voyage surtout qu'elle va faire sans sa sœur, ce qui est assez inhabituel. Il y a dans la construction familiale des éléments extérieurs. Une des particularités, c'est que la famille qui a explosé avec la séparation des parents va d'une certaine façon se recomposer, pas seulement entre les deux sœurs, mais grâce à des... allez, je vais appeler ça, le mot n'est pas très joli, mais des béquilles. Parce que Mylène, par exemple, la nounou, va jouer un rôle fondamental, et puis plus tard, les hommes qu'elles vont rencontrer. Et je me suis dit que finalement, une famille n'est vraiment construite réellement entière qu'à partir du moment où viennent s'agréger des éléments extérieurs. Est-ce que c'est aussi ce que vous voulez raconter quand vous ajoutez ces personnages qui viennent rentrer dans leur vie et nourrir leur relation, en fait? Oui, je crois beaucoup à le rôle des éléments extérieurs. Je pense que l'endogamie, l'élément endogamique des familles dans la longue durée, ça crée un étouffement. Donc il faut quelque chose qui vient du dehors. Mais je répète, j'ai inventé une histoire qui est absolument anormale, même si les familles anormales sont partout. Mais ce qui est anormal, c'est que les deux sœurs grandissent toutes seules. Il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère. Cette nounou, elle arrive en tant qu'étrangère. Elle est française, donc elle n'est pas italienne, mais aussi c'est quelqu'un avec une structure psychique de nouveau, mais même physique, qui donne à Maddy et Nina des éléments d'auto-salvation presque. Elle les aide à se sauver.
Et je pense que même dans la littérature, quand on raconte les histoires des familles, c'est très important la voix qu'on décide, les points de vue, les personnages qui racontent l'histoire familiale. Parce que ça doit être un élément qui peut être interne, mais qui doit avoir des éléments externes, d'étrangeté, qui doit avoir fait ces processus de mise à distance. Parce qu'autrement, la famille, c'est un noyau qui s'effondre. Et il faut des codes externes pour pouvoir raconter la famille. Oui. Nadia Delanova, c'est aussi un peu ce qui va se passer pour Nicolas et pour Barbara, ces éléments extérieurs où ils vont se reconstruire après la tragédie qu'ils vont vivre, à travers des nouvelles familles qu'ils vont se créer, parfois même sans l'avoir cherché, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont venir vers eux et qui vont les porter et leur donner les moyens, les outils de se recréer une cellule familiale. Alors, pour Barbara, ça va passer surtout par des femmes. Que ce soit des nonnes, que ce soit une amie, ou même Madame, comme vous l'appelez dans le livre, qui est un personnage très important, qui est une sorte de fil rouge dans votre roman, qui est une Française aussi d'ailleurs, qui est une diseuse de bonne aventure. Elle lit les tarots. Alors on ne dira pas tout ce qu'elle révèle avec ses tarots, mais en tout cas elle est là, elle est présente comme une sorte de prêtresse dans cette histoire. Mais surtout, il y a ces femmes que Barbara va rencontrer. Et je me demandais pour quelle raison vous aviez choisi que ça passe par une forme de sororité, encore une fois, que cette reconstruction de Barbara. Mentre scrivevo il libro, vagando per mercatini, ho trovato una foto degli anni 30 in cui c'erano due donne con un bambino in mezzo, in posa, e queste due donne probabilmente erano due sorelle, forse due cognate, chissà, forse anche solo due amiche, anche se l'atmosfera era molto familiare, però sembravano veramente una coppia. Ed era un momento in cui in Italia, come sempre, c'era un momento di recrudescenza contro la possibilità appunto per le persone dello stesso sesso di essere famiglia. E guardando quella foto in cui tutto era così naturale, ho avuto un'illuminazione su quanto nel nostro passato le donne avessero sempre cresciuto i figli da sole, insieme, facendo rete. Pensavo a mia nonna che aveva tirato su 6 figli e la persona con cui si era confrontata di più non era stato sicuramente mio nonno, ma magari la sorella di mio nonno o la sua stessa sorella, e così via nel tempo. E da qui è nata l'idea, una volta che Barbara è libera, non ha più un vincolo matrimoniale che la opprime, di farla diventare madre di questa figlia che arriva all'improvviso insieme alle altre che sono sole come lei. Il terremoto ha spezzato loro le catene in negativo ma anche in positivo. Et pendant que j'écrivais, je chinais dans différents petits marchés et j'ai trouvé une photo des années 30 qui représentait 2 femmes avec un enfant. Ça aurait pu être 2 sœurs, ou peut-être 2 belles-sœurs, ou encore 2 amies, mais l'atmosphère était plutôt une atmosphère de famille. Et c'était un moment où, en Italie, il y avait un grand débat concernant le mariage de 2 personnes du même sexe, opposition à cela. Et moi, j'ai trouvé que dans cette photo, il y avait quelque chose de très naturel. Et alors, j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit que les femmes, depuis toujours, ont grandi leurs enfants toutes seules, en créant une sorte de réseau. Et c'est un peu ce qui était arrivé à ma grand-mère, qui avait élevé 6 enfants, qu'elle avait élevés sûrement sans s'adresser à mon grand-père, mais plutôt en cherchant du soutien auprès de la sœur de mon grand-père, auprès de sa sœur. Et à ce moment-là, je me suis dit que même lorsque Barbara est enfin libre aussi de ce lien du mariage, elle va devenir mère de cet enfant qui arrive et qu'elle va l'élever avec d'autres femmes qui, elles aussi, grâce au tremblement de terre, ont brisé leur chaîne
et ce, dans la bonne et la mauvaise sort, en quelque sorte. Et puis Nicolas, qui lui va d'abord, avant de trouver sa propre famille, va être recueilli, mais va surtout être accueilli. Elle va venir le chercher par une petite fille, plus jeune que lui encore. Et cette petite fille m'a beaucoup intriguée parce que c'est vrai qu'elle est tellement forte, elle est tellement présente qu'on oublie presque qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle a une forme de maturité. Et je me demandais si elle avait un aspect symbolique dans votre histoire. Qui est cette petite fille? C'est Emma, si mon souvenir est bon, le prénom. Elle va venir comme un ange qui vient tendre la main à Nicolas. Qui est-elle, cette petite Emma? È bella questa definizione ed è bello che lei abbia parlato prima di romanzo gotico, perché il modo in cui i miei personaggi escono dalla forma del gotico, che a me piace molto e che anche involontariamente ho saccheggiato, ed entrano in una sorta di romanzo di formazione, è proprio la costruzione di queste famiglie non di sangue. Emma è una bambina che ha un senso della cura. Quando si osserva l'infanzia, a me piace moltissimo osservare i bambini, si vede che ci sono dei bambini che hanno un senso dell'accudimento, della protezione, e altri che invece se ne infischiano, e questi bambini che hanno senso della protezione sono sempre portati a curare gli altri bambini più piccoli o quelli più grandi, indipendentemente dall'età, hanno sempre uno sguardo che fa parte proprio del loro carattere. Emma è così, e mi piaceva l'idea che lo facesse in maniera del tutto gratuita e libera, e che Nicola vedesse in lei forse la prima forma di amore prima di conoscere quello della famiglia adottiva, essendo scappato dalla madre tremenda che invece lo aveva generato. Et j'ai beaucoup aimé votre définition, et j'ai beaucoup aimé aussi que vous ayez mentionné le roman gothique, parce qu'en fait c'est justement comme ça que mes personnages sortent. Mes personnages sortent d'un roman gothique, et c'est un genre que j'aime beaucoup et où j'ai peut-être puisé involontairement. Et j'aime beaucoup aussi, mes personnages sortent donc de ce roman gothique pour entrer dans un roman de formation. Et pour moi, cela correspond à la création d'une famille, mais qui n'est pas basée sur les liens de sang. Et Emma, c'est une petite fille qui a le sens de prendre soin de quelqu'un. Quand on observe des enfants, il y en a qui savent prendre soin des autres, et pour d'autres, ils s'en fichent, cela n'a pas d'importance. Et ceux qui, en revanche, ont cette capacité, ils prennent soin non seulement des plus petits, mais des plus grands aussi. Ils ont un regard qui leur est propre. Et c'est ça le personnage d'Emma. Et elle le fait de façon gratuite, de façon libre pour Nicolas. Et j'ai voulu que Nicolas connaisse d'abord cette première forme d'amour avant de connaître celle de sa famille d'adoption. Et après avoir connu cette mère épouvantable. Je me demandais, Nicolas, à un moment donné, va perdre la parole, il va arrêter de parler suite à son traumatisme. Et de l'autre côté, on a Barbara qui est celle qui raconte elle-même sa propre histoire. C'est-à-dire que tous les passages sur Nicolas sont racontés par un narrateur extérieur, tous les passages sur Barbara sont racontés par elle-même. Donc d'un côté, on a un enfant muet, et de l'autre, on a une jeune femme qui, au contraire, prend la parole comme elle prend le pouvoir. Et je me demandais pourquoi vous avez choisi de raconter l'histoire sous cette forme-là. Perché sono tutte e due categorie che non hanno avuto parola, ma Nicola, crescendo, sarebbe entrato appunto a far parte di un mondo in cui gli uomini potevano raccontare la loro versione della verità.
ma Barbara mai, neanche quando sarebbe diventata vecchia. E siccome Barbara da ragazzina voleva fare la scrittrice, questo non è stato possibile, perché non sarebbe stato possibile perché la famiglia non gliel'avrebbe mai permesso, e poi comunque il terremoto aveva scombinato tutti i piani. Ho voluto fare in modo che il libro di entrambi fosse scritto da Barbara, quindi è proprio una presa del potere. Alfabetizzare il mondo significa impossessarsene, quindi dare i nomi alle cose, alle storie, significa prenderseli. E finalmente così una ragazza di 20 anni che avrebbe dovuto soltanto subire un matrimonio combinato e non avere possibilità di scegliere nulla, in questo libro, grazie a una serie di eventi infausti, può finalmente scegliere di fare qualcosa, cioè di scrivere. Et j'ai choisi cette forme parce qu'il s'agit de deux catégories qui n'avaient pas pris la parole jusque-là, mais alors que Nicolas, en grandissant, il serait rentré dans un monde d'hommes où il aurait la possibilité de dire sa version de la vérité. Pour Barbara, cette possibilité ne se ferait jamais. Barbara, enfant, voulait devenir écrivaine, mais cela n'était pas possible parce que sa famille ne l'aurait jamais permis. Et puis, il y a eu le séisme qui a tout chamboulé. Et donc, j'ai voulu, moi, que ce livre, le livre sur les deux personnages, soit écrit par Barbara, une sorte de prise de pouvoir de Barbara. Et en fait, l'alphabétisation, c'est une sorte de prise de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir nommer les choses. Et donc, une fille de 20 ans qui, en fait, n'aurait fait que subir un mariage, dans ce livre, grâce à toute une série d'événements malheureux, elle arrive à parler, elle choisit d'écrire. Lisa, j'ai le sentiment que dans votre livre, la géographie aussi a un rôle très important. On a évoqué le fait que Maddy vit à Paris, qu'elle s'apprête à retourner à Rome. Nina, elle, vit aux États-Unis. Les lieux sont importants. On parlait de cet appartement qui appartient certes au père, mais où il ne se rend que 2 fois par mois, si ma mémoire est bonne, 2 week-ends par mois, où la mère n'a pas le droit de venir. Donc c'est un espace, une sorte de sanctuaire qui leur appartient. Et j'ai eu le sentiment que la question de la géographie, des déplacements, des distances participait aussi à la construction ou à la déconstruction de cette famille. Et je me demandais pourquoi vous les faites justement se quitter, elles qui sont si liées, si soudées. Il faut un océan entre elles à un moment donné pour qu'elles puissent peut-être un jour se comprendre et se retrouver. On comprend des choses, des livres qu'on écrit parfois longtemps après, et ça m'a valu du temps pour comprendre que j'avais écrit un roman, bien sûr, sur la famille anomale, sur les déchirures de l'enfance, etc., mais aussi une histoire qui a à voir avec les déracinements. Parce que de toute façon, c'est une histoire où la mère est une figure un peu insaisissable. Et je crois beaucoup à l'association entre la mère et les racines. Donc les 2 filles sont des filles d'une mère, elle aussi étrangère, elle est argentine, elle arrive en Italie. Donc c'est une femme qui trouve elle-même, qui est belle, qui trouve aussi une deuxième vie, qui s'exprime, qui se réalise, mais qui a, elle aussi, une histoire de déracinement profond. Et donc les 2 filles essayent et arrivent à construire une vie adulte, même si bouleversée et compliquée, mais elles ont besoin de s'éloigner l'une de l'autre, parce que chacune doit trouver sa racine, sa mère intérieure, on peut dire un peu comme ça. La mère MER ou la mère maman? La mère, pas seulement comme la mère biologique, la mère qui a existé pour elle, mais la mère comme figure psychanalytique presque. Alors, je connais un peu ça, mais j'ai réfléchi beaucoup autour de ça. C'est-à-dire que la géographie, quand on a la possibilité ou l'inquiétude de voyager, de se déplacer, de changer de pays, etc.,
ça a à voir beaucoup avec notre histoire psychologique à nous, avec notre histoire familiale. Et parfois, on cherche les figures parentales, on peut dire ça, mais pas dans le sens littéral du père et la mère, mais des fonctions. Freud aurait dit les fonctions paternelles et maternelles. Et ça selon moi, ça a beaucoup à voir avec des inquiétudes géographiques, avec des nomadismes qu'on choisit, on subit, mais les deux arguments sont liés. Alors dans cette histoire, comme vous avez très bien vu, Maddie et Nina ont besoin vraiment de s'éloigner l'une de l'autre, mais parce que chacune doit trouver sa version du passé et sa mère, pas physique, mais mère fonction. Voilà. Son identité, en fait, tout simplement, quand vous dites sa mère intérieure. Son identité des femmes aussi, bien sûr. Puisqu'on parle de géographie, Nadia Telanova, il y a aussi un élément surprenant dans votre livre. Donc on est en Sicile, il y a la mer tout autour. Il va y avoir du mouvement, parce qu'à partir du moment où il y a ce tremblement de terre, les populations sont déplacées. Pour leur plus grand malheur, Barbara et Nicolas vont monter à bord d'un bateau. Ils vont en redescendre et en fait, c'est un peu comme un jeu de loi. Je ne sais pas si c'est un jeu de loi. Ils vont jusqu'à un point et puis tout d'un coup ils se retrouvent au lieu de départ. Comme si d'habitude la mer c'est toujours le synonyme d'horizon ouvert, d'évasion, etc. Et là on a le sentiment qu'au contraire la mer enferme et que ces personnages sont voués à ne jamais pouvoir quitter l'espace dans lequel ils sont, qui leur a été attribué par le destin. Questo fa parte della natura del mare su cui io sono nata, che è il mare dello Stretto di Messina e Reggio Calabria, che è la città di fronte, quella in cui vive Nicola. I due personaggi vivono sulle due sponde opposte e hanno con il mare e con la terra quel particolare rapporto che abbiamo noi che siamo nati sullo stretto. Il nostro è un mare chiuso, la costa di fronte è molto vicina e quindi sembra sempre risospingerci indietro. E in particolare Barbara, che vive sull'isola, ho deciso di creare per lei un personaggio che vive proprio questo mare come orizzonte chiuso, come barriera, per cui Barbara non si allontanerà mai dall'isola. Sono sempre stata affascinata dalle storie delle persone, in particolare dalle donne che non sono mai uscite dalla Sicilia, quindi non hanno altri confini che non fossero il mare. Inoltre la violenza subita da Barbara è su una nave, quindi non ha più voglia. Devo dire ancora qualcosa, però magari mi fermo così. Et ce que vous dites fait partie de la nature de la mer où je suis née, qui a une mer fermée, le détroit de Messine, entre Messine et Reggio Calabria, où vit Nicolas. Les deux personnages vivent sur les deux rives opposées. Et comme toute personne qui vit à cet endroit-là, ils ont une relation à la mer et à la terre assez particulière. C'est justement une mer fermée, parce que la côte, elle est tellement rapprochée que c'est comme si elle te renvoyait au point de départ. Et Barbara vit la mer comme une barrière, comme un horizon fermé. Elle ne quittera jamais cette île. Et moi, j'ai été toujours fascinée par le sort de cette femme qui n'ont jamais quitté cette île et qui ont qui connaissent comme frontière justement cette mer. Et puis par ailleurs, le viol que Barbara a subi, c'est sur le navire. Et donc, elle ne veut plus monter à nouveau. Volevo dire una cosa sul gioco, perché sono stati nominati i tarocchi e questo libro ha 22 capitoli come le carte dei tarocchi e il viaggio in effetti è quello che si fa dalla carta 1 alla carta 21. La 22esima carta è il matto, che è una carta che c'è dappertutto e da nessuna parte, ma le caselle non sono effettivamente in ordine numerico di questo gioco ideale, ma il mazzo di carte è sparpagliato, come se appunto una scossa di terremoto avesse completamente sparpagliato il mazzo. Et puis par rapport au jeu, ce roman comporte 22 chapitres, comme les 22 lames des tarots.
Mais il se dénoue de la première à la dernière lame, de la première à la 21e, la 22e étant le fou, mais qui est un peu particulière, puisqu'elle est partout, elle est nulle part. Mais l'ordre qu'on suit n'est pas un ordre numérique, hein. C'est un peu comme si on avait donné un gros coup de pied dans la fourmilière et donc tout est rabattu. Et c'est le séisme. Tout à l'heure, Lisa, Nadia parlait des relations de Barbara avec les femmes et comment elles élèvent ensemble des enfants. Dans votre roman, les hommes sont à la fois présents et en même temps un peu comme des ombres qui passent. C'est-à-dire que même le père, qui est pourtant le seul à avoir le droit de venir dans l'appartement des filles, on a le sentiment qu'il a un rôle plus secondaire que celui de la mère, et que les hommes sont là certes pour nourrir l'identité de ces deux sœurs, mais que ça reste quand même des figures un peu ombrées. Est-ce que c'était parce que vous vouliez raconter vraiment une histoire de femmes? Et quel est le rôle des hommes dans ce livre? Il n'y avait pas une intention explicite de raconter une histoire seulement au féminin. En même temps, je pense que c'est une question de... une sorte d'aphasie, une difficulté à articuler l'amour. Donc Séba, cet homme, le père, est quelqu'un qui bien sûr est animé par des sentiments violents, surtout envers la femme qui part, la mère des filles. Mais après, c'est quelqu'un qui est un peu réprimé, qui n'a pas trouvé dans la vie un langage pour exprimer de l'amour. Je pense que c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Il y a des hommes qui n'arrivent pas de la même manière que nous, les femmes, à dire les sentiments d'amour. Donc, il y a quelqu'un qui est bloqué. Et il n'y avait pas d'intention de ma part. C'est une histoire qui s'est dite comme ça. Et je pense que de toute façon, cette figure de ses pères, il y a un élan de sa part. Il se rend compte, ça arrive à un moment où il se rend compte de cette, comment dire, analphabétisme un peu. Analphabétisme? Oui, il n'arrive pas trop à articuler. Il y a un alphabet d'amour qu'il n'arrive pas à articuler, à gérer. Et voilà. Après, il y a un homme français qui s'appelle Pierre, qui est le mari de Madeleine, qui est un mari très bien. C'est un homme solide qui la soutient. Donc, oui, il n'y avait pas un point de vue des genres sexuels. Mais bien sûr, c'est une histoire qui part de l'amour envers la mère. Ça, c'est sûr. C'est une histoire d'un lien, d'une généalogie féminine, dans le sens qu'il y a l'amour des filles femmes envers une mère femme. Ça, oui. Mais les hommes sont là et font des efforts. Est-ce que on pourrait décider ou choisir entre Nina et Madeleine, laquelle des deux est la plus forte? Est-ce que c'est vraiment celle qu'on croit qui est la plus forte et celle qu'on croit qui est la plus fragile? Parce que, évidemment, Madeleine est celle qui prend soin, semble-t-il, de Nina. Mais finalement, il y a un passage où Nina lui dit « Mais toi, avec tes airs de tout gérer, tu commandes toujours. » Alors que quand on écoute le récit de Madeleine, on a le sentiment qu'au contraire, elle suit Nina dans sa course effrénée. Et du coup, la plus forte n'est peut-être pas celle qu'on croit entre les deux, non ? J'ai toujours du mal à commenter l'adjectif fort, surtout dans les dynamiques familiales, parce que la force est là et n'est pas là tous les temps dans les familles, je crois. J'aurais pu dire solide. Solide, oui. Alors, moi, vraiment, à un moment donné, j'ai dit, elles sont les deux faces d'une même médaille. Et vraiment, je pense aux deux sœurs comme une sorte de figure unique. C'est-à-dire que l'une est composée des éléments de l'autre. Et là, on revient à l'image du miroir, mais un miroir qui aussi
a un effet déformant, oui. Donc, la solidité des Mahdi, bien sûr, c'est la capacité de faire face au passé, même au début de l'histoire et ses voyages à rebours en Italie, et avoir le courage de revoir le tissu profond de ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas la solidité de s'exprimer, par exemple. Elle la trouve seulement dans un voyage. Elle se donne la responsabilité d'elle-même très tard par rapport à Nina, qui est quelqu'un qui franchit trop des limites souvent, mais qui s'exprime, qui donne aux autres aussi la légèreté, parce que quand on arrive à s'exprimer, on soulage les autres. Là où, si on se cache, on s'impose des codes tout le temps, on bloque les autres aussi. Donc je dirais que la solidité est vraiment partagée. C'est fluide, en fait, ça circule entre les deux selon les situations. Nadia Delano, vous parliez tout à l'heure des 22 cartes du tarot. On va quand même dire quelques mots sur Mylène, pardon, non, sur Madame, donc cette diseuse de bonne aventure, qui donne un aspect, je disais tout à l'heure, gothique, mais même presque fantastique à cette histoire. On est tout le temps sur le fil du rasoir. On peut basculer à tout moment dans le fantastique, dans votre livre, sans vraiment complètement y basculer. Qui est-elle, cette diseuse de bonne aventure, et qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Innanzitutto voglio dire che sono molto felice che questo aspetto al confine con il magico sia stato così anche sottolineato dalla copertina dell'edizione francese, che io trovo molto bella perché ha il coraggio anche di mettere i tarocchi, cosa che invece nell'edizione italiana era volutamente rimasta in ombra, perché in Italia non c'è una tradizione fantastica, e anche se io non scrivo dei libri che sono molto realistici, mi piace l'aspetto magico dell'esistenza, e invece gli editori italiani ne hanno molta paura. E invece qui viene fuori, e io volutamente ho inserito il personaggio di Madame, che è un personaggio straniero, non a caso, viene dalla Francia, è straniera perché volevo un personaggio che portasse un'alterità radicale rispetto alle paure concrete che stavano vivendo i personaggi, i protagonisti di Trema la notte. Ma leggendo le cronache del tempo c'erano molti episodi che erano miracoli o al confine con il miracolistico, venivano chiamati dei sensitivi, dei veggenti, per sapere dove scavare, e venivano anche raccontate delle storie di bambini tirati fuori dalle macerie dopo 10 giorni, vivi per miracolo, nutriti da fantasmi in alcuni casi. Io non mi sono chiesta se fossero veri o meno, ho pensato che erano delle storie molto interessanti, molto belle, e che quando si apre un varco così grande tra la vita e la morte bisogna credere a tutto. Et je suis vraiment heureuse qu'on ait saisi cet aspect, disons le fait que mon roman soit un peu à la frontière, sur le fil du rasoir, avec le côté métaphysique. Et je suis ravie aussi que cela soit représenté sur la couverture française, que je trouve très belle, parce qu'il y a les tarots. Alors qu'en Italie, cela est un peu dans l'ombre. D'abord parce que on n'a pas en Italie une tradition, disons, de littérature fantastique. Et moi, même si j'écris des livres réalistes, j'aime beaucoup l'aspect magique. Mais cet aspect-là fait peur aux éditeurs. Et donc, Madame, c'est une étrangère que j'ai choisie pour apporter en quelque sorte une étrangeté radicale, une altérité radicale par rapport aux peurs des personnages de Tremble la nuit. Et puis aussi parce que j'avais lu dans les chroniques de l'époque qu'il y avait des histoires miraculeuses, ou presque, et qu'on appelait des voyants pour indiquer où il fallait aller creuser, qu'on avait même retrouvé des enfants au bout de 10 jours qui avaient été nourris par des fantômes. Alors, je ne me suis pas posé la question si c'était vrai ou faux. Je me suis juste dit que c'était de très belles histoires, et que lorsqu'il s'agit de la vie et de la mort, il faut croire à tout.
Je trouve que c'est un très joli mot pour terminer cette rencontre. Il faut croire à tout. Ce qui est miraculeux, c'est les livres. Ils sont absolument magnifiques. Lisa Ginsburg, Sous ma carapace, qui, il faut le dire quand même, a été traduit par Carole Walter, magnifiquement, puisque le texte est très très beau aussi en français. Dire aussi que Tremble la nuit a été traduit par Romane Lafort. Merci infiniment à vous deux. Merci à Rosanna Gasbarro pour qu'elle a vraiment pas démérité dans sa traduction, et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez les retrouver en dédicace dans le foyer. Merci mesdames.